Actualité politique au Soudan du Sud, Riek Machar a prêté serment comme vice-président. Il est arrivé ce mardi à Juba. La Tunisie s'achemine vers les élections municipales en mars 2017. Ce sera 6 années après sa révolution. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Sika. Mesdames et messieurs, bienvenue. En Guinée équatoriale, des policiers armés et quelques éléments des forces armées ont assiégé la résidence de l'opposant Gabriel Nseobiang Obono à Malabo. Des barrages de police contrôlent les accès à cette résidence que l'opposant est empêché de quitter depuis le 22 avril. Selon Gabriel Nseobiang Obono, 200 de ses militants sont à ses côtés, donc seraient voués au même sort. Cette assignation à résidence intervient après une attaque des forces de l'ordre qui ont blessé plusieurs militants. D'autres auraient été arrêtés à Bata, ville située dans la partie continentale du pays. Riek Machar, le chef rebelle, est arrivé ce mardi à Juba, au Soudan du Sud, où il est officiellement entré dans ses fonctions de vice-président. Ceci conformément à l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à sortir le pays de plus de 2 années de guerre civile. Pour la première fois depuis décembre 2013, Riek Machar foule le sol de l'aéroport de Juba, accueilli par des ministres et des diplomates. Accompagné d'une forte délégation, il s'est immédiatement rendu au palais présidentiel pour prêter serment comme vice-président devant de hauts responsables de l'Union africaine et en présence de l'ancien chef d'État botswanais Festus Moga, qui préside la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Un accord pour lequel Riek Machar se dit pleinement engagé afin que le processus de réconciliation et de guérison commence aussi vite que possible dans le pays. Pour sa part, le président Salva Kiir a dit n'avoir aucun doute que le retour de Riek Machar à Juba marquera la fin de la guerre. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, parle plutôt d'une nouvelle étape dans l'application de l'accord de paix. Il appelle à la formation immédiate du gouvernement d'union nationale. En République démocratique du Congo, la dynamique de l'opposition a tenu son meeting, un moyen pour cette plateforme de l'opposition de célébrer l'anniversaire de l'ouverture de la démocratie au pays. Donc ce meeting organisé à Kinshasa par l'opposition et sans incident malheureux s'est focalisé sur l'élection présidentielle et sur l'alternance au pouvoir en novembre 2016. Yeyette Mabinga Nzao pour plus de détails. Merci Bingue. Contrairement à l'ombre d'une répression policière que redoutaient certains quelques jours avant la tenue de cette rencontre, rien de tel n'a eu lieu. Les opposants membres de la dynamique de l'opposition et du Front populaire étaient au rendez-vous. Les orateurs dans leurs interventions ont fait un appel historique sur l'acquisition de la démocratie à la date du 24 avril 1990. Lutte victorieuse après plusieurs années de sacrifices et de détermination. Les intervenants tour à tour ont rappelé au peuple congolais sur l'importance du respect de la Constitution. Nous sommes venus donc pour dire au peuple, soyez vigilants. Mettre la pression sur la Cour constitutionnelle, mettre la pression sur le président de la République et sa majorité présidentielle pour lui dire qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de la Constitution, de la volonté du peuple. Lui dire que la volonté d'un peuple est plus forte que toute armée du monde, que toute bombe, que toute arme qu'on peut imaginer, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, le message à Kabila, que ça ne sera pas lui, Kabila, qui va triompher sur le peuple et qu'aujourd'hui, nous l'avons adressé un message pour lui dire jamais, alors au grâce, jamais, il aura un 3e mandat dans ce pays. Jamais, alors au grâce, jamais, il modifiera la constitution de la République à sa faveur. À cette occasion, ces derniers ont également appelé à l'indépendance de la Cour constitutionnelle, récemment saisie par la majorité présidentielle en interprétation de l'article 70 de la Constitution qui limite le mandat du chef de l'État.
Au Tchad, l'état d'urgence en vigueur dans la région du lac Tchad a été prorogé de 6 mois par l'Assemblée nationale. Une disposition pour lutter contre les attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram. Et c'est ce qu'a annoncé ce mardi la radio publique. L'adoption de la prorogation de l'état d'urgence a été à l'unanimité des 130 députés. Pour contrer les kamikazes, le Tchad a également interdit le port du voile intégral sur l'ensemble de son territoire. Ce vêtement pouvant servir à dissimuler des ceintures d'explosifs. Puis en Tunisie, à présent, pour parler des préparatifs d'élections municipales prévues en mars 2017, eh bien, la déclaration a été faite ce mardi par le président de l'instance électorale, Shafik Sazar, un événement qui se tiendra plus de 6 années après sa révolution. Comme il y a eu un dépassement de la date de la feuille de route, nous avons trouvé une sorte de consensus sur la date fixée à mars 2017 pour les élections municipales. L'instance électorale avait précédemment proposé une feuille de route pour l'organisation des scrutins fin octobre 2016. Une loi électorale spécifique aux municipales doit toutefois encore être promulguée et un nouveau découpage électoral institué, car la nouvelle constitution prévoit que les municipalités doivent couvrir tout le territoire tunisien. 5 ans après la Révolution et 3 ans après l'adoption de la Constitution, le chapitre 7 relatif aux élections municipales n'est pas encore appliqué et il n'est pas en vigueur. Je pense que la démocratie locale est le principe même de la démocratie. Absolument, il est possible d'organiser les élections municipales en mars 2017. Tout simplement parce qu'on a actuellement le temps pour la promulgation de la loi électorale et avant même donc le découpage électoral. Il ne reste plus qu'à déterminer le jour du vote. Le président de l'instance électorale dit observer une volonté ferme de la part du gouvernement pour que les élections se tiennent en mars 2017. La confiance en l'instance, elle est assez établie. On perçoit très clairement que même dans les déclarations des politiciens, il a complètement changé. Actuellement, ils ont confiance en l'instance. Deuxièmement, ils savent que l'instance c'est un acteur donc qu'on a gagné, que le pays a gagné. La révolution qui a emporté la dictature de Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011 passé, les municipalités tunisiennes ont été dissoutes et remplacées par des délégations spéciales chargées de gérer les affaires courantes. Le pouvoir au Soudan a estimé ce mardi que le conflit au Darfour était terminé après les résultats du référendum qui ont maintenu la division en 5 États de cette région meurtrie par des années de conflit. Pour rappel, dans cette région de l'ouest du Soudan, le conflit a fait des milliers de morts. C'est une annonce faite devant la presse locale. La guerre au Darfour est terminée. En 2003, en effet, des groupes armés issus de minorités ethniques, estimant que leur région du Darfour était politiquement et économiquement marginalisée par Khartoum, ont lancé une rébellion contre Omar el-Béchir. Le conflit a fait 300 000 morts et quelques 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. La page de la crise au Darfour est tournée. Maintenant, nous voulons traiter les répercussions de la crise. Notre plan consiste à récupérer les armes lourdes qui provoquent beaucoup de dégâts. Les armes lourdes sont malheureusement tombées aux mains de certains hors-la-loi qui possèdent des connexions avec des institutions semi-officielles. Néanmoins, les violences se poursuivent au Darfour, mais à une moindre échelle. Le Darfour, région d'environ 500 000 km² dont le sous-sol recèle d'importantes richesses, formait une région unique jusqu'en 1994, date à laquelle le gouvernement l'a divisé en 3 États, Darfour Nord, Sud et Ouest. 2 États supplémentaires ont été créés en 2012. Au Burundi, la FIDH et Amnesty International dénoncent les meurtres, tortures et viols commis depuis le début de la crise politique qui a éclaté il y a tout juste 1 an. Ces 2 organisations internationales appellent la communauté internationale à agir de toute urgence dans ce pays où au moins 700 personnes ont été tuées depuis le début de la crise. Il faut dire que lundi déjà, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire, étape préalable à une éventuelle enquête sur les violences commises au Burundi depuis avril 2015.
En Libye, la chef de la mission de l'Union européenne en visite à Tripoli ce mardi a exhorté le Parlement à tenir une séance de vote le plus tôt possible pour accorder sa confiance au gouvernement d'union. Natalia Apostolova, qui dit avoir donc évoqué lors d'entretiens avec les membres du gouvernement les mesures sécuritaires sur le terrain et les moyens d'aider le gouvernement à former une véritable armée et police. Suivons à présent un extrait de sa déclaration. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre soutien entier pour le Conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale. Donc nous croyons fortement au pouvoir du Parlement ainsi qu'à ses responsabilités qu'il doit prendre maintenant. Néanmoins, nous encourageons le Conseil présidentiel à prendre ses fonctions de l'exécutif dès que possible. L'Ukraine marque ce mardi le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, pire accident nucléaire de l'histoire. Selon certaines estimations, elle a fait des milliers de morts et contaminé jusqu'aux 3/4 de l'Europe. Le 26 avril 1986, à 1h23, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explosait au cours d'un test de sûreté. Pendant 10 jours, le combustible nucléaire a brûlé, rejetant dans l'atmosphère des éléments radioactifs qui contaminèrent, selon certaines estimations, jusqu'aux 3/4 de l'Europe, mais surtout l'Ukraine, le Bélarus et la Russie, alors République soviétique. Moscou a d'abord tenté de cacher l'accident. Si la première alerte publique a été donnée le 28 avril par la Suède, qui avait détecté une hausse de la radioactivité, le chef de l'État soviétique, Mikhail Gorbatchev, n'est intervenu publiquement que le 14 mai. Au total, 116 000 personnes ont dû être évacuées en 1986 d'un périmètre de 30 km autour de la centrale, toujours zone d'exclusion aujourd'hui. Ils disent que les niveaux de radiation sont élevés. Je ne sais pas. Peut-être que la radiation fait quelque chose sur les nouveaux, sur ceux qui n'ont jamais vécu ici. Mais nous, les vieux, de quoi devions-nous avoir peur? Bien sûr, on ne peut pas amener d'enfants dans la zone pour le moment, mais j'espère qu'un jour, Tchernobyl revivra. J'espère que les rires des enfants se feront de nouveau entendre, même s'il faudra encore attendre des années. Dans la nuit, des habitants avaient par ailleurs déposé, comme tous les ans, des fleurs et des bougies au pied du monument aux victimes de Tchernobyl, à Slavotitch, à une 50aine de kilomètres de la centrale. Aujourd'hui, le bilan humain de la catastrophe fait toujours débat. Le comité scientifique de l'ONU ne reconnaît officiellement qu'une 30aine de morts chez les opérateurs et pompiers tués par des radiations aiguës juste après l'explosion. Un rapport controversé de l'ONU, publié en 2005, a évoqué jusqu'à 4000 décès avérés ou à venir dans les 3 pays les plus touchés. Un an plus tard, l'ONG Greenpeace a évalué à 100 000 le nombre de décès provoqués par Tchernobyl. Lors d'une conférence de donateurs internationaux à Kiev ce lundi, il a été annoncé que 87,5 millions d'euros avaient été accumulés pour la construction de nouveaux dépôts de stockage du combustible usé des réacteurs numéro 1, 2 et 3 de Tchernobyl. Merci d'avoir accordé votre attention à cette édition du journal. Ravi de vous l'avoir présenté. Très bonne suite de votre soirée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.